messieurs, bonsoir, bonjour. Bienvenue à cette nouvelle présentation du Festival international de la littérature en collaboration avec l'Institut Ramon Llull de Catalogne. Mon nom est Stanley Péan, je suis écrivain et je suis président du conseil d'administration du festival. J'aurai le plaisir d'être le modérateur pour cette conversation entre l'autrice québécoise Audrey Willemy et sa correspondante catalane Teresa Colom, présentée dans le cadre de la série Regards croisés Québec-Catalogne. Mesdames, bonsoir, bienvenue. Aux internautes, je signale que l'intégrale des échanges épistolaires de ces dames a été publiée sur le site du festival. Cette correspondance a été rédigée par nos deux autrices en français, même si pour les besoins de la conversation à l'oral, Teresa a requis les services d'interprètes qui vont se charger de traduire ce qui se dit en français et qu'elle pourrait ne pas comprendre. Ça pourrait être très utile, effectivement. Maintenant, avant de lancer la discussion, vous me permettrez de présenter succinctement nos autrices à celles et ceux qui ne les connaîtraient pas. Née à Cap-Rouge, Audrey Willemy vit depuis plusieurs années à Montréal où elle se consacre à l'écriture et anime des ateliers de création littéraire. Au fil de ses romans qui se sont succédés selon un rythme très régulier, OSS en 2011, Les 100 en 2013, Le corps des bêtes en 2017, Blanc résine l'année dernière, tous publiés chez Leméac. Audrey a posé les jalons de ce qui devient un univers plus large porté par les pulsions, la mythologie et les femmes. Autrice de langue catalane, directrice artistique du Festival littéraire international Barcelona Poesia, Teresa Colom s'est fait connaître tout d'abord comme poète avec la publication de plusieurs recueils qui ont été récompensés par différents prix. Son premier roman, traduit en plusieurs langues, dont le français sous le titre Mademoiselle Keaton et autres créatures aux éditions Actes Sud, a été placé par la critique à la croisée des univers de Tim Burton et des frères Grimm, ce qui est assez prometteur. Teresa, dès votre première lettre à Audrey, vous vous interrogez sur les liens qui apparentent vos deux démarches de créatrice. La question devient ensuite rhétorique, puisqu'à force de vous lire dans vos livres comme dans vos lettres, vous avez fini par trouver certains liens de parenté entre vous deux. Comment est-ce que vous les définiriez, ces liens de parenté? Bonjour, merci Stanley. Avant de commencer, j'aimerais remercier à Madame Michel Corbeil et à toute l'organisation du Festival international de la littérature de Montréal et aussi au Institut Ramon Llull de la Catalogne pour m'avoir invité. Malgré que je ne peux pas être là, vous savez, en raison des restrictions pour voyager dû à la COVID, vous avez cherché la formule pour y être, pour y participer. Et je voudrais aussi vous remercier pour m'avoir ouvert la porte à la merveilleuse littérature d'Audrey Willemy. Et il faut que je présente mes excuses car j'aimerais continuer ma intervention en catalan. En fait, c'est ma langue materne, la langue dans laquelle j'écris. Parce que mon niveau de français c'est pas si bon et je le préfère pour mieux m'exprimer. Et bon, merci de votre compréhension. Bon, je vais continuer en catalan. En relation à la pregunta sobre... Concernant votre question sur les liens qui existent entre nos deux littératures, je pense que cela a été très spécial de pouvoir donner justement la possibilité de lire l'épistolaire que nous avons entretenu avec Audrey, et ainsi les gens pourront se rendre compte qu'il y a eu d'emblée une véritable connexion. Nous avons commencé à correspondre après avoir lu nos œuvres respectives. Et donc, nous avons trouvé chacune notre place dans le livre de l'autre, je pense. Dans une de mes premières lettres, ou plutôt dans un de mes premiers courriels, je lui ai demandé ce qui est évident, et je vous le dis comme ça, je ne m'en souviens pas exactement
Je disais à Audrey, ce qui est clair, ce qui est évident, c'est qu'ils nous ont mis en contact parce qu'ils ont vu que nos œuvres avaient des points de connexion. Mais c'est peut-être aussi parce que nous sommes toutes les deux des femmes. Ça a été la question que je lui ai posée. Et la réflexion, quelque part, ne s'est pas approfondie dans une question de littérature de femmes. Je ne suis pas spécialiste en la matière et je pense que ce n'était pas non plus un sujet que nous voulions vraiment traiter en profondeur toutes les deux. Nous ne voulions pas creuser en nous, je pense, aucune des deux. Je pense que la question du genre, du sexe, en fait, n'était pas le thème qui nous intéressait. Mais ce qui est clair, c'est que dès notre naissance, nous recevons de l'extérieur des inputs qui nous conditionnent et nous modèlent aussi. Et les mains ne modèlent pas de la même manière un petit garçon qu'une petite fille. Donc, notre féminité était présente nécessairement, tout d'abord parce que nous sommes des femmes, bien entendu, et deuxièmement parce que l'environnement dans lequel on est tient compte du sexe de l'enfant dès la naissance. Et même avant, la première question qu'on vous pose à une femme enceinte, c'est un petit garçon ou c'est une petite fille? Et elle dit, bon, qu'il soit en bonne santé, c'est ça l'important, que l'enfant soit en bonne santé. C'est pour résumer un petit peu la situation. Donc, la question de la féminité est très présente dans nos livres, dans nos œuvres, mais je pense que nos dialogues ne se sont pas demandé à quel point il est difficile de vouloir cataloguer, étiqueter même chacun, nous étiqueter tous en tant qu'êtres humains alors que nous sommes si compliqués. Mais évidemment, il faut savoir que la société nous conditionne selon que nous soyons hommes ou femmes. Oui, merci Teresa. De toute façon, on va y revenir à cette question des femmes, la question du conditionnement lié au genre, au sexe. On y reviendra tout à l'heure parce qu'on ne peut pas y échapper. Vous l'avez quand même abordé dans votre correspondance. Mais je voulais vous demander, Audrey, vous qui vous êtes d'abord senti décontenancée par les personnages, par les intrigues de Teresa, qu'est-ce qui, selon vous, vous relie à elle? J'ai l'impression que la construction de l'imaginaire se fait un peu de la même manière parce que les mondes qu'on met en place sont tous les deux à côté du réel, pas exactement ancrés dans notre monde, dans notre époque, dans un environnement spécifique. Et que la construction de ce monde-là, qui est assez proche du conte dans les deux cas, permet d'aborder beaucoup plus frontalement des sujets qui seraient plus délicats de penser dans un contexte social prédéterminé et très actuel. Donc, j'ai l'impression que l'utilisation d'un univers proche du merveilleux nous permet à toutes les deux de penser la vie, la complexité des relations humaines, entre autres, dans le cas de Teresa, elle parle magnifiquement de l'enfance, de la procréation, de la création, finalement aussi du désir de parentalité, de création beaucoup plus largement. Ça revient un peu à la question de la féminité aussi, à travers oui, parce que qui dit créativité dans le cas de femmes, c'est la maternité, c'est pas tout à fait la même chose pour les hommes. Non, ben je sais pas, la parentalité, j'imagine que les hommes la vivent aussi, mais c'est de manière moins intérieure, sans doute. Oui, bien, j'ai l'impression que c'est ça. Il y a une forme d'intériorité assez particulière qui rejoint nos deux univers, qui sont assurément des univers féminins dès le départ, puis qui sont aussi, comme je disais plutôt, à la croisée entre le réel, le merveilleux. J'ai l'impression qu'on se rencontre vraiment fortement à cet endroit-là.
Dès le début de la correspondance, Audrey, vous écrivez que vous espérez, malgré le contexte virtuel auquel nous a obligé la pandémie, avoir une rencontre réelle avec Teresa. Et Teresa, de votre côté, vous souhaitez que cette rencontre ne restera pas comme une simple activité de plus liée à votre travail d'écrivaine. Nonobstant ces conditions dans lesquelles on a orchestré la rencontre, qu'est-ce qu'une rencontre réelle entre deux créatrices, entre deux femmes? Al primer correu, a la primera... Le premier courriel, la première lettre que nous nous sommes écrites, ce que nous disions, en fait, que tout est né de nos lectures respectives l'une de l'autre. C'est ça la partie la plus puissante. C'est que ces emails sont la conséquence de nous être connus à travers nos mondes respectifs. Et là, Michel Corbeil a joué un rôle très important parce qu'elle a eu la justesse de voir que nous devions forcément nous connaître. Et si Audrey avait existé à une autre époque, je l'aurais lu de la même manière et je me serais émue de la même manière et j'aurais vu en elle une autrice que j'aurais aimé connaître. Quand cette autrice a envoyé son courriel, eh bien, tout simplement, je lui répondais naturellement et quand elle me répondait, c'était une sorte de miroir. Elle m'expliquait des choses que j'utilise moi aussi dans ma création, c'est-à-dire ce monde. Nous utilisons le monde des contes. Je me suis surtout concentrée sur le livre de Le Sang, en fait. Et dans ce monde, les contes créent une atmosphère que le lecteur, qui font que le lecteur entre dans certaines choses comme si c'était une réalité, alors que d'une autre manière, il ne les verrait pas vraisemblables. Et quand le lecteur considère que des faits, des choses, des réactions presque impossibles sont vraisemblables, nous pouvons arriver à tous ces recoins, à tous ces replis où nous voyons peut-être que les hommes et les femmes sont de la même espèce, des êtres humains. Et quand nous nous sommes demandé, nous pourrons nous voir directement. Et moi, je lui disais souvent, j'ai pensé que j'aimerais aller monter en haut du TID. Et maintenant, nous nous écrivons et je ne peux pas venir à Montréal, mais tout est possible. C'est-à-dire, nous existons dans le même temps et nous pourrions être contemporaines, mais ne jamais nous connaître. Et même s'il est vrai que nous parlons des femmes en parlant d'aspects différents des femmes, je pense que c'est là justement que réside la magie de la littérature. Lire quelqu'un que l'on ne connaît pas, quelqu'un qui n'a peut-être même pas vécu à ta même époque, et te sentir moins seul, te sentir accompagné et en même temps échapper vers d'autres mondes. Je disais à Audrey dans le livre Le Sang, qui pour moi est un délice, quand tu présentes chacune des femmes qui, d'une manière ou d'une autre, trouveront la mort, la description est exquise, vraiment. En quelques lignes à peine, l'art de décrire la femme, cette femme concrètement, d'une manière géniale, tout simplement. Je lui ai dit, je suis parfois revenue voir une de ces descriptions et je l'ai relue comme quand tu as un livre de poèmes et tu vas chercher une poésie particulière dans ce recueil qui t'a plu particulièrement et
Je veux redire, eh bien, moi j'ai fait ça avec la description des femmes qu'elle fait. C'est quelque chose de magnifique, l'importance vraiment des mots. Pour moi, c'était comme si j'avais parlé avec quelqu'un que j'aurais aimé connaître pour prendre le thé, même si Audrey Wilhelmy avait existé à une autre époque au Québec. Elle serait dans ma liste de ces personnes. Et vraiment, je pense que Michel Corbeil nous a fait un cadeau magnifique. C'est ainsi que je l'ai ressenti. Audrey, je vous laisse réagir d'abord à ces propos et à cette question justement de la profondeur, de la qualité de la rencontre. Bien, c'est sûr que c'était une chance inestimable, puis c'est vrai que c'est un contexte assez extraordinaire de se permettre ce genre de rencontre-là que la littérature rend possible, que le métier d'écrivain rend possible aussi, de réaliser qu'il y a des imaginaires qui se touchent à ce point dans différents lieux, qui se construisent en parallèle, puis effectivement, qui n'auraient jamais pu se rencontrer. Mais ça ouvre la porte à toutes sortes de choses tout à fait particulières c'est comme, il y en a combien de femmes comme ça que ça vaudrait la peine qu'on se fasse un dîner tout le monde ensemble autour d'une table? Il y en a sûrement beaucoup. Mais donc, d'avoir le privilège de rentrer dans un imaginaire, de voir la sensibilité de Teresa, quand j'ai vu que tu étais poète, ça avait tout à coup encore plus de sens parce que le travail de la langue, le travail des mots, des images aussi, des images très poétiques, très métaphoriques dans certains cas, tout ça me semblait tellement efficace et tellement intelligent et tellement sensible. Donc, cette rencontre-là qui passe autant par la construction d'univers qui sont effectivement, Teresa, tu parles beaucoup de d'autres époques. Nos textes ne sont pas ancrés dans des époques spécifiques, donc il y a cette espèce d'universalité-là. Mais cette universalité-là, elle se construit aussi par le travail de la langue qui, je pense, est dans nos deux cas extrêmement important. Donc, il y a tout ce plaisir vraiment de rencontrer. On perd de vue à quel point la littérature, même quand ce n'est pas de l'autofiction, ça parle beaucoup de la personne qui est en train de l'écrire. Puis peut-être des fois davantage, d'ailleurs. Je pense qu'on se permet beaucoup plus de choses quand on ne fait pas de l'autofiction, mais ça, c'est un biais personnel en même temps. Mais c'est vrai que c'est comme, après avoir lu le texte de Teresa, échanger avec elle, c'est comme échanger avec quelqu'un qu'on connaît déjà un peu. Et après ça, la rencontre, la discussion fait que quand je retourne au texte, après, ben il y a toutes sortes de choses que je comprends encore mieux, comme après avoir échangé. Toute la question de la féminité, ça semble être une question vraiment importante pour Teresa. Puis moi, je ne me la suis pas tant posée au départ en lisant. Puis en retournant lire, j'ai vu la place vraiment prépondérante des femmes, puis la façon très douce et en même temps très forte de les représenter dans le texte. Donc, il y avait toute cette dimension-là qui devenait vraiment très intéressante. Donc, il y a beaucoup d'échos possibles. Puis cette construction par la correspondance est vraiment une opportunité que j'espère qu'on va poursuivre au-delà de l'exercice du fil. Puis j'avais envie de dire que par rapport à la question de se rencontrer en personne, ce que ça ferait de différent, parce que c'est un peu ça la question de départ, je pense, Stanley, que vous posiez. Puis je me disais, je pense que la façon dont on bouge, la façon dont on se projette augmente le sentiment de réalité par rapport au texte, par rapport à la correspondance aussi. Donc, j'espère qu'un jour, ce sera possible. Et voilà. Merci. Teresa, vous décrivez le travail d'Audrey comme le mélange effrayant de beauté et de fin inévitable. Et j'aimerais bien vous entendre davantage sur ce qui vous a semblé effrayant et inévitable dans Les 100, par exemple. Le livre que j'ai analysé
le plus attentivement les sons. Ce qui m'a le plus frappé, c'est que 8 femmes, j'ai toujours en tête le numéro 7, mais en fait c'est 8, je ne sais pas pourquoi, je pense à 7. 8 femmes donc finissent, c'est-à-dire si l'on pense à l'idée du livre, un regard différent sur ces personnages qui finissent par avoir être en relation avec la mort de ces 8 femmes. Donc, quand on rentre dans ce monde, en fait, ce que l'on voit, c'est le monde des contes avec une ambiance de conte, mais on rentre dans une réalité dans laquelle les réactions des personnages sont vraiment réelles et donc tout devient vraisemblable. Et qu'une femme ou une personne en général cherche sa propre mort, parce que souvent il y a cette pulsion de la mort. On peut parler d'un meurtre, mais on peut parler aussi de pulsion de mort dans le cas de certains personnages, évidemment avec beaucoup de nuances, c'est sûr, et peut-être que je me trompe, je ne sais pas, mais en fait cela nous parle de la nature humaine et des limites, les limites dont parlait Audrey. Ce n'est que quand on rentre dans ces contextes irréels, mais en même temps réels, où dès que l'on lit la première ligne, la frontière entre les deux disparaît. Peu importe donc que ce soit réel ou irréel, parce que vous êtes dedans. Ça y est. Cette pulsion de la mort, vous la comprenez parfaitement à ce moment-là. Et il faut avoir beaucoup d'art pour décrire une personne vivante, une personne qui a envie de vivre et faire comprendre que parfois, à cause de certaines situations dans l'enfance, ce qui m'a frappé, c'est la ballerine, par exemple, la danseuse. Abigail. Abigail, voilà. C'est une fille, une fillette même, parce qu'en fait, vous voyez qu'elle a été modelée dès son enfance par l'effort, l'effort, l'effort d'une ballerine. Et nous répétons, nous répétons, nous répétons, nous relisons quand nous écrivons. Tu parlais de la poésie, Audrey, et quand je te lisais, en fait, quand je lisais la description, pour moi, c'était un texte poétique. Stanley, vous voyez qu'il y a ce miroir, en fait, entre nous, et il y a cette répétition qui est très douloureuse, en fait, parce que cette fillette veut que le mouvement soit impeccable et elle sourit parce que le sourire fait partie de son image et que l'on voit de l'extérieur que c'est impeccable, avec toute la douleur par contre qu'il y a en son intérieur. C'est vraiment la chair de poule quand on lit cela. C'est une force Nous voyons donc dans cette œuvre des femmes qui ont, ou plutôt, voyons, nous parlons de la force souvent comme quelque chose de physique. Et elle, par contre, elle doit être apparemment très fragile quand elle exécute ses mouvements. Mais en une histoire, on comprend et on croit vraiment qu'elle souhaite vraiment cette mort. Elle la désire, que cette mort boucle une boucle parfaite dans son existence à partir de son propre point de vue. Et en fait, en tant que lecteur, on ne souhaite jamais
que lui cesse d'agir comme elle le veut et qu'elle fasse un pas en arrière dans sa volonté de mourir. Et c'est ça qui est inévitable. C'est la partie qui fait que ces histoires arrivent aux limites. Évidemment, il y a des sujets tabous qui sont traités quand pour ceux qui veulent trouver des tabous. Si pour quelqu'un, vouloir mourir, c'est un tabou, eh bien, ça va lui peut-être le frapper plus. Mais on peut demander pourquoi est-ce qu'il tue ces femmes. Si une personne se pose ces questions, c'est qu'elle n'est pas rentrée dans le livre, c'est qu'elle n'a pas vu la ballerine qui fait ses répétitions et qui répète ce mouvement une fois et une fois encore pendant que tout le monde dort. Si quelqu'un se demande pourquoi elle doit mourir, c'est qu'il ne connaît pas l'enfance de cette fillette et qu'il n'est pas rentré dans le livre. Je ne sais pas. La ballerine, l'image est très, très forte dans ce livre et je me demande si ce n'est pas aussi une sorte de métaphore de la créatrice en général, du créateur en général, cette personne qui cherche le mouvement parfait et qui travaille aussi à faire disparaître les traces de l'effort. Oui. Je pense que ça résume aussi assez bien le travail poétique, le travail littéraire en général. Mais c'est en même temps très agréable, je vais juste rebondir sur ce que Teresa disait, c'est très agréable que ce soit, de savoir que ça se peut que les gens rentrent de cette façon-là dans ce texte-là parce que, entre autres en Espagne, quand le livre a été publié, il y avait beaucoup de réactions sur le fait que des femmes, la violence conjugale à ce moment-là était quand même très forte. Je ne suis pas au courant de comment c'est en ce moment. Mais d'essayer d'expliquer... En tout cas, on en parlait dans les médias. Oui, à ce moment-là, puis on posait des questions là-dessus. Puis là, déjà, il fallait que je dise que j'écrivais depuis le Québec et non depuis l'Espagne. Mais c'est aussi de dire que le sujet de ce texte-là, c'est tellement pas la violence conjugale, mettons, que c'est tellement plus la vie, puis le parcours extrêmement cohérent de ces femmes-là. Puis je trouve nos deux livres se rejoignent aussi beaucoup parce qu'ils sont en structure fragmentée. Donc, c'est un recueil de nouvelles du côté de Teresa où toutes ces nouvelles-là ont des forts échos ensemble, puis tout ça. Dans Les 100, c'est quand même... C'est bien 7 femmes et non 8, d'ailleurs, donc c'est pas une erreur. Mais donc, c'est 7 femmes qui ont chacune leur moment de prise de parole. Puis dans les deux cas, bien, je trouve que l'idée, c'est d'essayer de montrer des existences qui sont cohérentes en elles-mêmes, mais qui sont régies par des règles individuelles. Ce que les autres vont penser est vraiment pas important. On le voit beaucoup dans les personnages de parents que Teresa construit. C'est des gens qui aiment leurs enfants comme ils sont, puis à l'intérieur des réalités très particulières de ces enfants-là. Et ce qui vient de l'extérieur est sans importance. Ce qui est au centre, c'est l'existence, l'autonomie de l'existence d'une certaine façon, le droit de décider, comme la ballerine est l'exemple, est un exemple très fort, le droit par toute la construction de l'identité que ce soit cohérent à l'intérieur de cette vie-là, pas à l'intérieur du monde social, pas dans la vie du lecteur, juste dans le texte lui-même que les choix soient cohérents. Ça me semble être... C'est agréable de savoir qu'on est lu de cette façon-là. Puis, je trouve qu'il y a aussi énormément de ce travail-là dans l'œuvre de Teresa, dans les enfants, entre autres choses, mais c'est des êtres qui vivent leur vie selon leur situation spécifique et qui sont libres non seulement des contraintes extérieures, elles ne sont pas tout le temps, mais qui sont tellement différents qu'ils n'ont pas le choix de se construire d'une autre façon, de se construire à côté. Puis finalement, l'espèce de liberté qu'octroie la marge
à partir du moment où on n'est plus en train d'essayer de correspondre aux codes sociaux, bien, on peut vivre selon ces critères, puis dans ces critères-là, mais il n'y en a pas de place pour les tabous, dans le fond. Fait que la question du tabou, c'est pour ça qu'elle se pose plus ou moins dans nos deux mondes, c'est que ces personnages-là vivent selon leur loi et non selon la loi sociale. Donc, je pense qu'il y a quelque chose là qui est un écho fort, qui est aussi, qui est mené peut-être avec beaucoup plus de délicatesse et de sensibilité dans l'œuvre de Teresa que dans la mienne. Parce qu'il y a une très grande, il y a une très, très grande beauté, mais il y a une très, très grande tendresse dans l'œuvre de Teresa. Et vous avez l'impression qu'il n'y en a pas chez vous? Non, je pense pas qu'il y en a autant chez moi. J'aime pas mes personnages comme Teresa aime les chiens, je pense. J'ai pas cette... je pense pas que j'ai cette douceur-là à leur endroit, mettons. C'est extrêmement lumineux, même si on assiste à des vies parfois très brèves, parfois très difficiles aussi dans le recueil de nouvelles, bien, la façon d'en parler est extrêmement lumineuse et extrêmement bienveillante. Je n'ai pas vraiment cette bienveillance-là à l'endroit de mes personnages, mais c'est une façon différente d'explorer les mêmes procédés puis les mêmes imaginaires, définitivement. Oui, en fait, j'arrive parce que l'œuvre d'Audrey... Je ris parce que l'œuvre d'Audrey, avec le sujet dont elle parle, de mort de femmes, apparemment, cela peut sembler moins doux que dans mon livre. Mais vous savez aussi, Audrey, que bon, il y a des enfants qui meurent aussi parce que leur existence est vouée à ne pas durer, à ne pas avoir la même espérance de vie que celle à laquelle nous sommes habitués. Mais c'est ce que je trouve très beau, c'est que c'est pas grave. En même temps, c'est grave, oui, mais c'est pas grave parce que leur vie peut pas être construite sur la même temporalité. Je crois que nous avons trouvé d'alguna manera dans l'obscurité, je pense que nous avons trouvé la lumière quelque part. Et évidemment, parfois on pense, il était dans un lieu noir ou clair? Non, il était dans un lieu noir. Mais tu t'y es vu? Oui, je m'y suis vue. J'ai vu l'humanité qui était là. Et dans son livre et sûrement aussi dans mes contes, c'est justement cela qui arrive. Évidemment, oui, il y a la mort, parfois provoquée par la nature elle-même, par la nature de l'individu qui n'est pas bien programmé génétiquement parlant pour vivre plus longtemps. Dans d'autres cas, c'est un individu qui cherche la mort lui-même, mais c'est dans ce noir, dans cette obscurité, que l'on découvre certains endroits clairs que l'on n'avait pas vus avant parce que, en fait, socialement, ce ne sont pas les êtres qui sont à la vue. Et je voudrais parler aussi de la liberté. Quand j'ai écrit le livre de Mademoiselle Quitton, je cherchais justement cette opposition entre la liberté que nous avons, qui est intrinsèque, faite d'être un individu qui arrive sur Terre, qui arrive à la vie, et comment les conventions sociales limitent ces libertés. Et nous avons donc des atmosphères où les gens, les femmes peuvent être douces, mais dans la plupart des contes, les personnages sont adultes parce que les regards des enfants parfois nous permettent de voir quelque chose de zéro à partir de rien. Mais c'est difficile parce que nous sommes tout de suite conditionnés dès l'enfance. Mais la liberté opposée à ce que la société attend de nous
est très présente, je pense, dans nos œuvres et je crois que nous nous y sommes vus réfléchis en fait. Oui, ben, c'est Audrey d'ailleurs qui note dans votre correspondance que le recours à des êtres décalés en marge du réel, justement, permet de trouver le chemin pour explorer cette question de la liberté, puis cette question de la vérité aussi, la vérité d'un être. Oui, puis j'ai l'impression que ça permet aussi d'aborder, je me rends compte vraiment pendant l'échange, la question de la mort, particulièrement si on pense à l'essence, là, comme le fait de créer ces êtres-là un peu décalés ou avec justement des failles génétiques ou ce genre de contexte-là, permet de penser la mort autrement. Puis, et aussi de la voir comme un moins grand drame que ce que l'univers, le monde contemporain nous amène à la pensée. Je me rends compte que c'est un thème qui est très présent dans les deux démarches. Puis, c'est peut-être de là que vient encore plus que de tout le reste, les tabous dont on nous reproche parfois, c'est de dire que la mort est peut-être pas si grave que ça, puis que le chemin, le passage, la vie, même si elle est très courte, puis si elle est pleine, ben c'est suffisamment de lumière pour que ça vaille la peine. Mais que la mort n'est pas toujours nécessairement l'immense drame qu'on en fait. Puis, plus largement, je dirais que le drame est beaucoup plus puis on le voit très, très bien dans certaines des nouvelles de Mademoiselle Keaton, que finalement, c'est pour ceux qui restent que la mort est un problème, pas du tout pour la personne qui est... Puis dans les sens, c'est un peu la même chose. Pour ces femmes-là, c'est appelé, c'est souhaité, c'est désiré, c'est pas problématisé. Puis c'est le regard du lecteur qui amène la question de la mort comme étant problématique. J'ai l'impression qu'il y a aussi cet écho-là qui est assez présent. Je ne me souviens plus si ça répond du tout, je m'excuse. Oui, tout à fait. On est tout à fait à creuser le sillon. Puis un des premiers sillons qu'on a abordé tout à l'heure, c'était la question de l'écriture dite féminine. Audrey avance dans cette correspondance que les deux écritures sont éminemment féminines à cause du rapport au corps qui s'y exprime. Est-ce que c'est une idée qui vous fait vibrer aussi, Teresa, cette idée du rapport au corps comme déterminant pour l'écriture? Està clar que le tema del cos... Évidemment, le corps, la sexualité sont très présentes dans l'œuvre d'Audrey. Le sujet tel que je le traite est différent. Dans tous les contes, je parle de naissance d'enfants, au point que dans l'un des contes, c'est la mort elle-même qui, au bout de plusieurs années, a commencé à envisager d'être mère. Et en fait, je vous l'explique pour que vous voyez que la littérature d'Audrey et la mienne sont comme des miroirs, en fait. Donc, c'est une femme qui est enceinte de 6 mois environ, qui meurt, et bon, elle est enterrée dans une fosse commune, puisque c'est une femme sans moyens que personne n'a réclamé. Mais l'embryon est encore vivant, et la mort pense... Bon, eh bien, écoute, si j'alimente cet embryon, ce sera mon enfant, puisque il se sera nourri dans un endroit où il y a la mort. Je peux lui faire arriver les sucs des animaux qui mourront. Si quelqu'un se met à creuser, je le tue. Et le fossoyeur, finalement, arrache cet enfant de la terre. C'est le fossoyeur qui l'arrache de la terre. Et là, ça me vient maintenant,
Ce qui est vrai, c'est que la Terre a fait la gestation comme une mère et il est évident que le fait d'être des femmes, dans les contes, il y a des femmes qui meurent lors de l'accouchement. Et bon, historiquement, la femme a trouvé souvent la mort au moment de donner la vie. Et j'en reviens à ce que je disais au début. Nous pourrions parler très, très longtemps et nous pourrions parler avec des experts pour savoir exactement la féminité, à quel point elle a pénétré dans nos littératures. Mais ce qui est un fait, c'est que nous deux, nous sommes des femmes. Le corps que nous connaissons, c'est celui d'une femme, même si inconsciemment, nous avons mis cette réalité, ça ne pouvait peut-être pas être autrement. Et cela ne joue pas en notre faveur, ni contre nous. Ce qui est clair, c'est qu'il faut voir la force qu'il y a parfois chez certaines femmes qui semblent fragiles. Et je pense que voir cela, c'est vraiment quelque chose de propre aux femmes. Et pour en finir, Mademoiselle Keaton est peut-être la plus normale de tous les personnages, et pourtant, elle est dans le titre. Et c'est une femme normale. Si elle était à notre époque, si on la voyait passer, on la remarquerait même pas. C'est une femme qui n'a pas vraiment d'intérêt particulier, mais elle a eu la capacité d'accueillir chez elle et de prendre soin et d'élever, comme si c'était le sien, un enfant qui a un pied de porc. Génétiquement, il est né comme ça. Il n'a pas une main humaine. Et elle, dans cette main, elle voit pourquoi cet enfant lui est parvenu. Mademoiselle Keaton, c'est une créature extraordinaire et c'est pour cela qu'elle est dans le titre. Audrey, vous écrivez dans une des lettres que la présence de nombreux jeunes, des adolescents dans votre entourage, y compris une fille polyhandicapée, transforme votre rapport à l'écriture, vous permet de vivre et d'écrire libre de toute contrainte du corps féminin. On y revient. En termes concrets, ça se traduit comment? C'est toutes sortes de contextes aussi. Il y a la question je ne peux pas avoir d'enfant. Donc, cette question-là, pour moi, me permet d'être à l'extérieur des obligations sociales, des pressions sociales. Donc, ça me permet de construire une vie qui est justement un peu en marge, justement, donc très sensible aussi à la question de la différence, de la marginalité, du rapport à la mort, du rapport à la durée de vie. Qu'est-ce qu'on fait quand on voit grandir une enfant qui n'a aucun des codes sociaux, qui ne comprend pas. Elle a à peu près un âge mental d'1 an, donc elle ne comprend pas. Elle est rendue à 14 ans, puis elle est heureuse, cet enfant-là, puis elle vit sur ses codes à elle, puis selon son mode de vie, puis c'est une immense leçon de littérature parce que ça fait prendre conscience que notre rapport au réel est construit socialement puis est très dépendant de ce qu'on voit autour de nous. Les éléments que certains vont trouver tabous vont être tout à fait évidents pour d'autres et inversement. Donc, ça ouvre les possibles puis ça permet d'accepter d'aller à pieds joints dans la réalité que moi, je vais choisir de construire sans obliger qui que ce soit à y adhérer aussi. Mais ça offre une beaucoup plus grande liberté sur beaucoup de plans. C'est ça. Puis ça permet aussi de penser la famille, de penser la parentalité d'une façon complètement différente aussi. Puis je pense que c'est ce qui m'a le plus bouleversée et le plus touchée dans le livre de Teresa, c'est qu'il y a toutes sortes de mères, il y a toutes sortes d'enfants, puis il y a une façon de se rencontrer qui est complètement différente dans chaque histoire, puis complètement extérieure à ce que
les conventions dictent. Et ça, c'est une libération formidable, puis c'est d'une beauté. Le monde est fait comme ça. Il n'est pas en ligne droite et avec un modèle spécifique, sauf qu'on a tendance à représenter juste un modèle. Donc, d'avoir accès à toutes ces façons d'être femme, à ces façons d'être enfant, à être en relation avec des parents qui ne sont pas nécessairement des parents directs. Il y a une espèce de beauté là-dedans et une très grande liberté qui devrait être celle au complet du monde dans lequel on vit. Et moi, en tout cas, ce qui m'a touché, ce qui m'a fasciné, c'est la qualité et la profondeur de l'échange, tant celui que vous avez mené par écrit que celui qu'on vient d'avoir devant les caméras via le truchement des réseaux sociaux. Je pense que c'est une invitation pour ceux qui suivaient cette discussion à aller vous lire. Et moi, s'ils n'avaient pas encore ressenti ce besoin, je les encourage. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Vous me permettrez de remercier également à nouveau l'équipe de l'Institut Ramon Llull en Catalogne, ainsi que celle du Festival international de la littérature, nommément la directrice générale Michèle Corbeil, le directeur adjoint Gilles Miguel et notre réalisateur Benoît Guérin. Mesdames, merci encore. Merci beaucoup, beaucoup. Merci à vous.